Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Caroline Zorn et Alexis Roussel du Parti Pirate. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Caroline, vous êtes tête de liste de la liste Pirate aux élections européennes, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bah, Hop, voilà, je mets bienvenue, mon écran. bienvenue sur les chroniques. Je suis également avec nos chroniqueurs habituels, vos chroniqueurs adorés, Cyril, Daniel et Michael. Et moi-même, j'ai la chance de diriger Alira, l'école spécialisée sur la blockchain et sur l'IA. Ah voilà, je vois qu'Alexis nous met directement dans l'ambiance, c'est bien, merci. Dresse le pavillon. Ah, super. Le chat, du coup, n'hésitez pas. Donc là, c'est un épisode un peu spécial, hein. Vous l'aurez compris, les élections européennes, c'est dans 9 jours, sauf erreur de ma part, 10 jours maintenant, vu qu'il y a 31 jours en mai, pardon. Donc n'hésitez pas, le chat, à nous poser vos questions et à poser vos questions à nos deux invités. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer un peu par la vie de campagne. À quoi ça ressemble de mener campagne pour des élections européennes? Caroline, Alexis, comment ça se passe pour vous? Alors, je vais commencer parce que là, on est vraiment les deux pieds dedans. Et donc, c'est dans exactement 11 jours, quelques minutes et quelques secondes, hein, on compte le temps. Et on le compte d'autant plus que la campagne, c'est une question c'est aussi beaucoup un moment pour faire connaître les idées. Et donc, on se bat pour les faire connaître au plus grand nombre et bénéficier du temps de parole le plus important. Sauf que la France est un pays qui s'est fondé sur une constitution, la Ve République, qui prévoit un homme providentiel avec un parti Providentiel bien aussi. vertical dessus, voilà, et des seuils pour accéder en fait à un vote qui sont très élevés. Donc 5% en France pour avoir des eurodéputés, quand en Allemagne c'est 1%, quoi. Vous voyez, enfin même pas, c'est environ 1%. C'est incroyable ce décalage culturel qu'il y a entre nous et d'autres pays. Enfin, pour nous, en dessous de 5%, on est un parti qui n'a même rien d'intéressant à dire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. incroyable. Donc on est au Parti Pirate, c'est quand même pas loin de 20 ans d'existence. C'est la troisième fois qu'on présente des élections européennes. Il y a une dizaine d'élus en France, il y a des députés, des ministres partout en Europe qui sont pirates, mais n'empêche qu'en France, vous pouvez avoir des réponses durant la campagne de France TV notamment qui vous dit: alors on peut pas vous interroger là pour des raisons d'équité, donc désolé, on peut pas faire une interview vidéo avec vous. Je dis: pardon, enfin, l'équité c'est C'est génial. justement quoi. Voilà. Donc la campagne, elle est dure parce que beaucoup d'énergie sur simplement le fait de se faire entendre et de se faire connaître. On parle même pas du fond, quoi. Voilà. Donc Ouais. c'est un peu compliqué. Mais ce soir, normalement, notre clip de campagne passe après le journal télévisé. Voilà. Donc, il va être vu par probablement des millions de personnes, ou en tout cas des centaines de milliers Si, minimum. s'il passe à la bonne heure, ce qui est pas gagné encore, mais Créneau horaire aussi, tous les partis n'ont pas le droit au créneau horaire prime time. Les partis qui sont bas dans les sondages sont relégués à 23h30, quoi. Alors en fait, c'est très, très bizarre parce que pour être dans les sondages, il faut déjà plaire bien à l'institut de sondage, hein. C'est-à-dire que vous avez des partis qui apparaissent avec 0%, mais nous, Parti Pirate, on n'a pas 0%, mais on n'apparaît pas quand même dans le rolling d'Ipsos, par exemple. Donc ça, c'est Ok. une première chose. Et par contre, Rassemblement national, ils sont crédités à 34%, alors qu'en fait, ils font moins, mais on les rehausse volontairement parce que soi-disant qu'il y a une gêne à afficher son vote RN. Ouais. Et comme ils sont crédités de plus que ce que les sondages disent en réalité, ils ont droit à plus d'espace médiatique. Donc c'est complètement pété, quoi. On est Vraiment, à fond dans c'est la prophétie autoréalisatrice, quoi. ouais, c'est ça. Donc puis en plus maintenant on a des débats avec enfin voilà, avec le Premier ministre qui est pas dans la campagne. Enfin c'est fou, quoi. C'était lunaire comme moment. Et puis Ouais. pour le coup, s'il y a une élection en France et en Europe, a fortiori, qui est multilatérale et où on a la chance de pouvoir dire, OK, en fait, pour une fois, on a une proportionnelle. Donc, en fait, quand on vote, entre guillemets, ça sert à quelque chose et à la fin, il ne faut pas éliminer, comme on dit si souvent en politique française, où on dit qu'au deuxième tour, Ouais. on élimine. Pour une fois que, justement, on n'a pas cette bipartition de la vie politique, euh,
l'audiovisuel public trouve rien de mieux à faire que de nous mettre un face-à-face comme ça. Voilà, c'est ça. Et je passe les détails sur le fait d'avoir à payer pour les partis politiques le matériel électoral. Parce qu'on pourrait avoir, comme dans certains pays, et notamment aux Pays-Bas, un bulletin unique. On pourrait avoir sur une même feuille A4 tous les noms des têtes de liste, il y en aurait 38, vous cochez et puis basta. Et là, on en est au Parti Pirate. Donc, on a mis 50 000 € dans l'achat de bulletins de vote. Donc, on a une dizaine de départements dans lesquels il y aura des bulletins. Pour les autres, il faudra imprimer sa page A4 et son bulletin, donc si on veut voter. Comment vous avez choisi les départements? Vous avez pris les départements où vous êtes le mieux implanté? Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais que sur ces départements-là, sur cette dizaine de départements, on en est à 27 tonnes de papier. 27 tonnes. Absurde. Donc, voilà, désolé les arbres. Je suis désolée. Ouais, bien sûr. Mais en fait, des problèmes dans les problèmes avec ça. Ouais. Donc, alors qu'en plus, ça coûte une blinde. Alors, nous, ça nous coûte de l'argent à nous. Et parce que si on ne fait pas 3%, on ne sera pas remboursé. Mais les énormes partis qui, en plus, font des meetings géants dans des salles, dans des zéniths qui coûtent une fortune à la location et qui impriment 3 fois plus de bulletins qu'il n'en faut et qui mettent des affiches partout, même là où ils n'ont pas le droit, eux, ils seront remboursés avec l'argent public. Donc, c'est une expérience incroyable. On teste ses limites. Tout est fait dans le système pour empêcher que des petits partis qui n'ont pas encore une place importante sur la scène politique ou sur la scène médiatique restent petits et surtout ne challenge pas trop le statu quo. Il ne faudrait pas venir. Et ce qui est fou, c'est que, alors on pourrait se dire que des acteurs privés jouent ce jeu-là. À la rigueur, c'est le jeu de la concurrence, on pourrait les comprendre. Mais là, c'est un débat public, c'est de l'argent public, c'est une société démocratique. C'est ça. Et les candidats qui, finalement, ont le plus de visibilité pourraient, s'ils avaient quand même une once d'attachement au système démocratique et à l'état de droit, se dire on se fait le porte-parole des listes qui ont moins d'audience. Mais pas du tout. Ce qu'ils vous disent, c'est 38 listes, c'est quand même un abus de démocratie. Hein. Ah bah oui, c'est sûr qu'il ne faudrait pas avoir trop de choix. Avoir des nuances trop démocratiques quand même. 38 types de yaourt au supermarché, ça, c'est nécessaire pour la bonne Exactement. Voilà. Mais alors, par contre, les partis politiques, s'ils pouvaient avoir pas plus que 4, ça serait bien. Ouais, c'est ça. Il y a une bonne question de la part de Tikalis. Du coup, pour voter en général, la chose la plus saine à faire, c'est très certainement de venir avec son propre billet imprimé pour être sûr d'en avoir un au moins, puisque on ne sait pas si on fait partie des départements où il y en a un petit peu. Et en effet, comment être certain que mon bureau saura bien prendre en compte un bulletin imprimé d'un parti qu'il ne connaît probablement pas? Normalement, ils sont censés prendre en considération tous les bordereaux imprimés. Ou comment ça se passe dans ce genre de cas? Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, j'avoue que le fonctionnement des bureaux de vote, avant d'être élu à Strasbourg et de présider un bureau de vote, je ne connaissais pas bien. Et donc, c'est une très, très bonne question. D'autant que je me rappelle qu'à l'époque des législatives, il y a des personnes qui avaient vu dans le bureau de vote des assesseurs Parti Pirate et qui pensaient que c'était une blague. Hein. Donc, c'est une très, très bonne question. Voilà. Alors, sur les départements où on aura des bulletins, vous pouvez le consulter. On a mis une carte sur européenne au pluriel.partipirate.org. Et donc, il y a une carte et il y a le kit militant, tout pour imprimer son bulletin, etc. N'empêche que dans les bureaux de vote, on ne peut pas amener directement des ramettes avec des bulletins et leur dire, voilà, mettez ça à disposition, s'il vous plaît, des gens qui voudront voter pour nous. Ça doit passer par les mairies qui, elles, vérifient en fait que le parti est bien sur la liste donnée par la préfecture. Et il y a à chaque fois une attestation de ma part qui autorise le candidat à remettre, la personne qui est souvent candidate à remettre à l'hôtel de ville et au service élection les bureaux à distribuer ensuite dans les différents bureaux. Donc voilà, ça, en théorie, quand on arrive en tant qu'assesseur ou président dans le bureau de vote, en théorie et en pratique, on a ces cartons avec à l'intérieur les... Ah ben merci, voilà la carte. Ouais. Vous voyez, tout ça, c'est 27 tonnes de papier, que pour le Parti Pirate et dans 10 départements. Voilà. Je vous laisse faire la règle de 3 pour les 85 départements qui manquent. Payé par vos impôts pour les grands partis. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous arrivez dans un bureau de vote, vous avez les cartons dans lesquels il y a déjà tous les bulletins qui ont été répartis par le service des élections de la ville. Donc, normalement, il ne peut pas avoir de blague. Voilà. Ok.
Super. Et du coup, j'avoue que moi, je m'intéresse au Parti Pirate depuis pas mal de temps. Je suis sur le Discord depuis peut-être des années maintenant. Je me pose la question de qu'est-ce que c'est que le Parti Pirate? Déjà, d'une, quels sont un petit peu, peut-être en quelques mots, les grands axes de votre politique et quels sont vos résultats actuellement? Est-ce qu'il y a des députés européens pirates? Ouais. Alors si tu le suis depuis un moment, voilà, tu sais que c'est depuis 2006 quand même que ça existe et ça a commencé en Suède. C'était à l'époque de Pirate Bay et de la défense du peer-to-peer. Et c'était à une époque où finalement, c'était la défense du partage de la culture et de la liberté de partager des œuvres en ligne. Et c'était à une époque où il n'y avait pas de licence globale, il n'y avait pas des abonnements Deezer, Spotify qui aujourd'hui existent parce que à l'époque, il y a eu cette bataille en fait d'hommes et de femmes qui ne se sont pas laissés faire par les géants de l'industrie culturelle. Ces géants de l'industrie culturelle qui les ont traités de pirates. Et donc, ils ont dit, si c'est ça, on va créer le parti pirate. Et c'est comme ça que ça a pris. Et les premiers eurodéputés qu'il y a eu, donc c'était des Suédois, et c'était en 2014. Et ensuite, en 2019, il y a 4 eurodéputés allemands et tchèques qui sont arrivés au Parlement et avec qui on a travaillé pour construire le programme commun européen, puisque si on vote Parti Pirate en France, c'est le même programme européen que dans tous les autres pays d'Europe où il y a des pirates. Voilà. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant en termes de lisibilité, ce qui veut dire que quand on arrive au Parlement européen, on a une ligne, on se connaît, parce que de toute façon, avec les eurodéputés, moi en plus, je suis à Strasbourg, donc je les ai vus souvent. On a travaillé ensemble, on a monté ça, et c'est hyper lisible. Et après, sur les valeurs que ça défend, Parti Pirate, c'est liberté, démocratie, partage. Donc, on a toutes les questions de liberté et on va sûrement en reparler. Il y a les questions de liberté d'aller et venir, de liberté de disposer de son corps, d'avoir sa propre identité, de pouvoir également la protéger, son identité et sa vie privée. C'est les libertés numériques, mais c'est aussi les libertés hors ligne. Et puis, c'est les libertés de paiement, les libertés de disposer en fait de ses biens, de son patrimoine et de le dépenser comme on l'entend et avec le support physique ou dématérialisé qu'on préfère. Donc, c'est vraiment la liberté dans tous ses aspects. La démocratie qui soit beaucoup plus directe. On est un peu on est des radicaux démocrates. C'est-à-dire que sur la démocratie, on ne transige pas et on veut quelque chose qui soit beaucoup plus vertical, direct, une participation des personnes qui soit beaucoup plus forte, puis des gens qu'on écoute, parce que l'Union européenne, c'est aujourd'hui, il y a une sorte de désamour parce que il y a beaucoup de. Quand on a posé des questions aux gens, on n'a pas voulu entendre la réponse. Et ça fait beaucoup de mal. Et puis, il y a tout un aspect aussi écologie. Et ça, c'est vrai qu'on est pour une écologie rationnelle. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais on a été obligé de se distinguer finalement des écologistes dont on estimait qu'ils avaient une partie d'ésotérisme en fait dans leur programme qui allait pas du tout, quoi. Enfin, Il faut pas trop en parler à voix haute. oups, Oupsie. mais je peux développer. Vous me dites les points. Mais on va parler du nucléaire, après ça va nous emmener sur des sujets qui sont. Mais on peut en parler rapidement, complètement. Mais moi, je le dis d'autant plus librement que déjà je suis pirate et que en plus je suis conseillère municipale à Strasbourg et je suis vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc les élections en 2020, je les ai faites avec ELV, Place Publique, Génération, enfin tous les partis de gauche, voilà. Et donc au quotidien, je travaille avec des adjoints ELV, la maire de Strasbourg qui est ELV, et donc on a des débats qui sont vifs, mais on se dit les choses, quoi. Voilà. Donc Il n'y a pas de problème. pas de souci. Ok. On a ouvert plein de portes et j'aurais envie de passer 20 minutes à explorer chacune d'entre elles. Si on part sur les questions de protection de la vie privée, et je pense notamment, alors pour aller vers le sujet blockchain, crypto, bitcoin, etc., il y a une attaque classique en règle en ce moment de la part des États et notamment des États de l'Union européenne de la protection de la vie privée en ligne. Alors, on rappelle, mais je pense que tous les gens qui sont ici le savent, aussi bien dans le chat que parmi nous, mais en fait, la blockchain, c'est un outil qui est formidablement transparent, puisque c'est quand même la première fois qu'on a des transactions financières qui sont gravées dans le marbre et qui sont publiques jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est pas forcément mon nom, prénom qui est dans la blockchain, ok, mais néanmoins, c'est un outil qui est assez formidable pour les investigateurs, pour tout ce qui est TracFin et compagnie, parce qu'en fait, les traces, elles sont traçables. Oui. Donc, un certain nombre d'outils ont été mis en place, et je pense notamment à Tornado Cash
pour préserver sa vie privée, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de cas où on peut avoir envie d'avoir une vie privée aussi sans nécessairement être un bandit, sans nécessairement faire du blanchiment d'argent, sans nécessairement financer le terrorisme. Je pense, comme on le sait tous ici encore, le développeur de terminal de cash est aujourd'hui en prison. Il est harcelé judiciairement par tout un tas d'États. Qu'est-ce que le Parti Pirate pense de ça? Comment vous vous positionnez par rapport à la défense de la vie privée, j'ai envie de dire on-chain, et est-ce qu'il faut mettre en prison le développeur de terminal de cash ou pas? En commençant la campagne, j'ai constaté une intuition qu'on avait quand même déjà depuis longtemps au Parti Pirate, mais c'est à quel point défendre la liberté, ça jette un froid. On est à la limite du soupçon, parce qu'il y a toujours ce bon vieux réflexe du mais qu'est-ce que vous avez à cacher, quoi. Et à tel point que souvent avec les journalistes, au fur et à mesure des interviews, ça a été « Ah, donc vous êtes un parti libertaire ». Alors, non pas que ce soit un gros mot, libertaire, mais c'est marrant comme de constater que de défendre des France, ça l'est, libertés, malheureusement. ouais, bah voilà, des libertés qui existent déjà, de défendre des droits fondamentaux qui sont reconnus régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme, et ben ça, pour la plupart des gens, c'est être libertaire. Ouais. Et donc, on a oublié que la liberté est un principe et que c'est les restrictions de liberté qui sont des exceptions. Et donc, le but du Parti Pirate, c'est de remettre ça au centre. Et on n'a pas à se justifier quand on veut protéger sa vie privée. On n'a pas à dire si c'est parce qu'on prend des médicaments dont on ne veut pas que tout le monde sache qu'on les prend, ou si c'est parce qu'on va sur des sites que la morale réprouverait. Moi, mon sujet, c'est pas la morale, en fait, c'est le droit. Voilà. Donc, et souvent, c'est très différent. Et dans l'espace public, bah, malheureusement, il y a un amalgame régulier qui est fait entre ce qui est autorisé et puis ce qui est souhaitable, voire ce qui est admis par la plupart des gens. Donc, il y a cette confusion-là qui est très problématique et sur plein de sujets, hein, on pourrait en aborder, mais alors vraiment, j'en ai des exemples, beaucoup trop d'exemples. Et je crois que souvent, c'est une sorte de panique morale. À tel point que quand on parle crypto, alors déjà, faut parler crypto, il faut prononcer Bitcoin après un certain temps, parce que c'est Faut pas le dire trop vite. ça crispe, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que les gens ont du mal à mettre le focus sur la bonne chose, quoi. C'est-à-dire que si on parle vraiment d'activités illicites, si on parle vraiment de stupéfiants ou de terrorisme, c'est pas en fait les flux financiers autour qu'il faut d'abord regarder. C'est d'abord l'activité illicite en elle-même. Et c'est pas d'utiliser du cash, des cryptos ou des cartes PCS, hein, parce que ça aussi, quand même, on parle. Mais les gens ne savent pas que ça existe. Donc, quand je dis les gens, pardon, c'est la plupart des journalistes grand public qui m'ont interrogé jusqu'ici. Voilà. Mais qui reflètent bien, en fait, la population. Juste Ouais. un petit rappel sur ce que c'est que les cartes PCS, pour ceux Oui. qui nous suivent et qui connaissent pas, ce sont des cartes qu'on achète notamment au bureau de tabac, en presse ou quoi, où on peut donc dépenser 20 €, je récupère une carte de 20 € et contre un petit code, j'ai accès donc à de l'argent que je peux transférer facilement à des gens. Et du coup, ça permet aussi une certaine vie privée puisque je l'achète dans mon bureau de tabac et après j'en fais ce que je veux. C'est à peu Ouais. près intraçable, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette solution-là. Ouais, voilà. Donc il y a beaucoup merci de la précision, mais quelque part, c'est pas le messager, qu'on doit d'abord inquiéter, c'est toujours de voir en fait enfin, quel est l'objectif, quoi, de ça. Donc et là, on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'à force de ne parler que de la lutte contre le blanchiment, de parler que de la législation Tracfin, de parler que de la manière de réglementer en fait les flux financiers, on se rend compte qu'on oublie le fond. C'est-à-dire, est-ce qu'on recherche, oui ou non, l'activité illégale qui est potentiellement derrière, mais qui n'est peut-être pas derrière du tout. Donc, on a inversé les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Et les affaires tornades de cash, là, Alexis, il en parlera mieux que moi. Mais aujourd'hui, on peut mettre en prison, on peut priver de liberté des personnes pour ce genre d'affaires. Mais on a aussi réussi à mettre Julian Assange à l'ombre pour avoir dénoncé des crimes de guerre, hein. Donc, je veux dire, quelque part, c'est tristement logique. Et donc, il y a un problème dans l'échelle des peines, quoi. Il y a un problème dans la logique de la répression. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de crimes de sang, on ne parle pas de meurtre de masse prémédité. Je veux dire, et là, dès qu'on touche à la question de la monnaie,
on touche à quelque chose qui est tellement inquiétant pour les États que la répression est terrible Ouais, féroce, et à mon absolument. sens, profondément injuste. Alexis, Ouais. sur le développeur de Tornado Cash, qu'est-ce que... Bah, c'est assez. En fait, c'est très représentatif de ce qui est en train de se passer. Sur le papier, alors moi, j'ai une expérience dans la finance et je connais bien les lois anti-blanchiment. Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'éléments où la loi, entre guillemets, est du côté des États qui vont le suivre. Mais on a vu quand même que dans la procédure judiciaire aux Pays-Bas, ils ont rajouté des éléments qui, eux, sont inacceptables parce qu'ils ont fait exactement ce qui a été fait en France avec certains groupes dits éco-terroristes. C'est qu'à partir du moment où tu utilises des outils d'anonymisation, des outils qui sont du chiffrement, de la cryptographie, des certaines choses, par nature, par défaut, ton intention est déjà est préjugée comme étant mauvaise, en fait, finalement. Et ça, le juge l'a exprimé dans cette affaire de Tornado Cash. Donc, c'est un tournant important. Parce que je veux revenir, c'est en fait ces mécanismes que Caroline démontre, nous a montré. Il y a une forme d'inversion en fait de la charge de la preuve qui se fait. Alors là, dans le cadre de la finance, mais en réalité, elle se fait partout. Le Parti pirate, c'est un parti qui profondément a compris qu'il y a cette révolution numérique qui se fait et que cette révolution numérique doit amener à un nouveau contrat social et peut-être une nouvelle organisation que l'on espère démocratique, que l'on espère humaniste. Mais on est toujours face à, moi ce que j'appelle, je l'utilise à Essian, l'ancien régime, parce qu'ils vont disparaître dans cette forme-là, ils vont disparaître. Et l'ancien régime, comment il fonctionne? Il fonctionne avec leurs principes d'antan. Mais comme le numérique s'immisce partout, dans tous les domaines, et le premier, ça a été la culture avec le partage de musique, en fait, dans le numérique, des gens qui ont été entraînés comme étant humanistes et qui ont un système juridique qui était normalement devait respecter les règles que Caroline avait très bien expliquées, dans le numérique, les règles ne jouent plus, ne sont plus acceptables et on peut faire ce que l'on veut. Il y a un autoritarisme et un totalitarisme qui apparaît dans le numérique et qui est maintenant, parce que le numérique est partout, finalement touche tout le monde partout, même jusqu'à aller dans la rue avec un code QR à Paris. Voilà. Donc, et les mécanismes que l'on voit sont toujours les mêmes. Renversement de la charge de la preuve, de la présomption de culpabilité, c'est un des éléments clés de ça. Et voilà, on se bat contre ça. Hyper clair, très très clair. Qu'est-ce que c'est bien d'écouter Alexis? Moi, je pourrais l'écouter pendant des heures. Hein. Non, c'est formidable. Je voudrais prendre un peu la parole là-dessus pour donner ma pierre à l'édifice. J'ai fait un post il y a 2 semaines en disant que les violences les plus violentes sont souvent silencieuses. Et ça, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté de sortir de chez toi, elle est palpable. La liberté d'aimer qui tu veux, elle est palpable. La liberté numérique, elle n'est pas complètement palpable. C'est très imagé dans le cerveau, c'est très imagé dans le cortex. Et en fait, autant on se rend pas compte qu'on en a, et souvent on ne se rend pas compte qu'on nous les pique. Enfin, la liberté ne se donne pas, elle se prenne. C'est Krupski qui disait ça. Ça ne concerne pas que le peuple, hein, ça concerne aussi le pouvoir. Hein. Il n'y a pas que le peuple qui prend les libertés, il y a aussi le pouvoir qui les prend. Et un pickpocket, il vous vole toujours là où vous ne regardez pas, vous n'avez pas d'attention. Il y a un véritable problème en fait d'attention, de prise de conscience d'attention des populations générales par rapport à ces libertés numériques dont l'apogée est naturellement les lois sur l'intégrité numérique à la personne dont Alexis a été porteur. Et je te remercie intimement là-dessus. Et en fait, j'en avais beaucoup discuté avec Sébastien Gouspillou, avec qui et beaucoup d'autres personnes, en fait, très rapidement. Et il y avait une espèce de souffrance qui se résorbe aujourd'hui, qui était en fait toutes celles et ceux qui étaient pour effectivement l'usage des cryptoactifs, notamment de Bitcoin, étaient souvent des personnes qui avaient des philosophies cyberpunk avant, qui avaient à cœur en fait la liberté numérique et qui en fait épousaient complètement les valeurs du Parti pirate. Et il y a eu un truc étrange qui était effectivement alors pour le coup, je remercie beaucoup toi, Phono, avec Phono Radio qui effectivement ont mis en place ces choses-là, et de se dire, mais attendez, mais 2 minutes, là on est en train de parler de l'appropriation collective des moyens de production monétaire qui permet d'échapper à des prédateurs, à des intermédiaires prédateurs.
Enfin, 2 minutes, on est en train de parler de notre sujet là. C'est le sujet. Donc, comment ça se fait que pour le coup, cette population, cette espèce de minorité culturelle choisie, désignée, qui était en vraie souffrance par rapport aux médias, n'avait pas été écoutée par un parti que, à très juste titre, on estimait être complètement dans le cadre. Et donc voilà, je profite de cette petite instant, juste pour vous dire merci à tous les deux, parce que je pense que vous avez été un vrai bol d'air politique pour des milliers, peut-être même des millions de gens qui se disent bah maintenant on sait avec qui voter parce qu'on sait qui va faire en sorte de faire avancer les choses. Maintenant, il faut juste se battre contre l'inertie très Ouais. classique qu'on connaît. Donc merci beaucoup, Ouais. infiniment. Non, merci Daniel pour ce message-là. Il est très touchant. Et je pense qu'en fait, il y a un aspect de timing qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que tout le monde du numérique s'est construit depuis les années 80 avec les mouvements cypherpunk, les mouvements crypto-anarchistes, le mouvement pirate, le mouvement open source aussi qui est très très fort, et des défenses de liberté, la Quadrature du Net qui a fait un super boulot pendant très très longtemps. Mais c'est vrai que de faire ce cap de civilisation, en fait, moi je pense qu'on en est là, de se rendre compte que avec tous les outils qu'on a chéris pendant 20 ans, 30 ans, les logiciels open source, les réseaux peer-to-peer, la cryptographie, les communautés de développeurs, tout cela qui a énormément de valeur, en fait, quand on les met ensemble, on peut créer de l'argent dans un monde où il n'y avait pas d'argent avant. Et donc, on a même beaucoup travaillé sur les notions de partage de la culture, le partage de l'information. Et à un moment donné, il faut trouver quand le modèle économique arrive, c'est vrai que c'est un peu difficile pour un certain nombre de gens, mais je pense que là, il y a eu un moment de timing où ça fait 10 ans maintenant, 14 ans que le Bitcoin existe, et que maintenant, ça s'est installé, en tout cas dans la notion on peut avoir une économie intrinsèquement numérique et qui est construite sur ces outils-là. Et donc maintenant, c'est ça qui m'excite, moi, personnellement, c'est que on va pouvoir passer du débat pour ou contre crypto, enfin que les pirates vont avoir avec les autres partis pendant encore un certain temps. Mais ce que j'espère, c'est qu'à l'intérieur du parti pirate, on va pouvoir des sujets sur la place du proof of work, Bitcoin Commodity Ether Securities, enfin des choses structurantes qui j'espère, un jour se discuteront. Mais ça, c'est Caroline qui... Caroline, ouais, là-dessus, parce que ça a fait alors, je mets juste aussi le contexte, c'est-à-dire que moi, je suis un pirate en Suisse, je suis très actif dans les pirates européens. On a ces discussions-là. Après, le pirate français, chaque parti pirate a ses propres dynamiques, on est d'accord. Et c'est vrai que là, on a travaillé sur la partie francophone, mais c'est une partie qui se travaille aussi en Allemagne. En Allemagne, il y avait une grande fracture entre les pirates les pirates, les CCC, et puis les bitcoiners aussi. Cette fracture-là, je pense qu'elle est en train de se résoudre. Ouais. L'ancien président du parti pirate allemand, Sébastien Nachler, est un fond à vraiment. Enfin, je discute beaucoup avec lui et il est très aligné aussi sur le Bitcoin. Il pousse cette thématique-là au sein du parti pirate allemand, et finalement Patrick Breyer, que Caroline connaît très bien, c'est finalement le seul qui au Parlement européen a défendu les wallets, les cryptos, la liberté financière. Alors il ne fait pas de distinction, et Caroline très bien le fait aussi très bien, entre le cash et entre les cryptos. C'est les usages qui sont importants, c'est l'anonymat. Et pour terminer, après je laisse Caroline reprendre, tu parlais que la liberté, ça se prend. Je pense que ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de prendre cette liberté. C'est-à-dire les outils techniques qui sont là, la cryptographie est notre outil principal pour cela, en se cachant des autres, en cachant notre empreinte numérique, on a les moyens. Avant, on était obligé pour avoir une économie, d'utiliser l'économie des autres qui était transparente. Là, on peut créer notre propre économie. Maintenant, on a un problème, c'est qu'on a encore des gouvernements qui n'acceptent pas cet anonymat et qui nous forcent dans cette relation hyper transparente. Mais on a les outils pour ça.
Yes. Que je si je puis me permettre. Objection, votre honneur. Ouais. Comme ça a été dit tout à l'heure, Alexis, on écoute pendant des heures. Je veux dire, moi, j'adore. Voilà, j'adore t'écouter, je te le dis. Et j'adore aussi m'endormir en écoutant Phone Radio, tu vois. Enfin bon, voilà, c'est ces voix-là qui Salut dans le chat, Phono. voilà, mais bon. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aime ton optimisme, mais sur le terrain, parlons politique, je vois un écart, mais énorme en fait, de connaissances, d'éducation au numérique. Et quand tu vas parler de crypto, quand tu vas parler mais il y a même pas, comment dire, des choses assez basiques, même les différences entre logiciels propriétaires et logiciels libres, enfin, il y a un tel fossé en fait dans la population entre les plus éduqués au numérique, les plus agiles, les plus compétents, et pas que les devs, hein, on parle du numérique au sens large, et une partie de la population qui voit le numérique que comme synonyme d'emmerdement, parce que tout est Totalement. dématérialisé et ça fonctionne pas, parce que, ils ont, un téléphone ou un PC sur lequel les dernières versions ne fonctionnent pas non plus parce que, ça a pas été pensé pour des vieux outils. Et donc tout ça fait que, pendant des années, l'État, alors là je parle de l'État français, a poussé la dématérialisation sans prendre en compte les usages. Et tu parlais d'usage, c'est hyper important. Et à côté de ça, on n'avait rien qui était fait sur l'éducation au numérique. Donc autant l'éducation scolaire, où les jeunes ont des profs qui eux-mêmes n'ont jamais été formés à l'éducation au numérique, enfin au numérique au sens large, ni à la science informatique. Et vous avez aussi des personnes plus âgées qui n'ont pas de formation au numérique tout au long de la vie, pas d'éducation populaire au numérique. Donc le combo, c'est que numérique, après, on arrive sur des absurdités du genre, il faut limiter les écrans, pas plus de 3 gigas par semaine, le numérique, c'est quand même très vilain et internet, il y a que des Surtout pédopornographes pensez dessus. à archiver vos mails pour sauver la planète. Voilà, évidemment. Donc, ça passe mieux qu'arrêter de faire des raclettes, hein, voilà. Donc forcément, Elle dit ça, hein, Suisse. Hein. Bon, accident diplomatique, lever les armées. non mais j'ai vu dans le chat qu'en Puisqu'on plus parle de c'était raclette, presque sans transition, sur la preuve de travail, du coup, il y a eu un raclette preuve de travail, j'adore. Ah bah moi j'ai C'est pas la peur même de chose. rapprocher les choses. Ah, il y en a qui font fondre leur fromage sur les asiques. Hein. Il y a eu je sais pas si on peut dire un mini-drama ou bref, enfin, en tout cas un imbroglio sur la position du Parti pirate sur la preuve de travail. Vous en êtes où et aussi bien le Parti pirate que vous, Caroline, personnellement, sur cet enjeu-là? Ouais. Alors, moi, c'est ce que j'aime au Parti pirate, hein, c'est que, il y a pas parole d'évangile. On dit ça, enfin, il y a rien qui est immuable et des choses évoluent en fonction des personnes qui viennent. Donc, déjà, j'ai envie de dire: «Venez au Parti pirate». Voilà, parce que c'est, environ 500 personnes et mais qui ont le choix de travailler chaque mois sur des sujets différents, d'apporter des À l'échelle expertises. de la France, 500 personnes? Ouais, mais c'est pas une liste de diffusion, hein. Je veux dire, c'est 500 personnes qui, voilà, qui viennent voter tous les mois sur des différents sujets, voilà. Et puis, et donc, il y a eu un questionnement et c'est aussi des personnes, c'est ça. Et puis des personnes qui, à un moment, sont plus ou moins, sûres d'elles et délivrent un message qui parfois leur est personnel et qui oublient de distinguer. Donc moi, je vais commencer par parler de la manière dont je perçois la preuve de travail et puis ensuite on dira un mot du Parti pirate, mais je tenais à expliquer pourquoi il faut distinguer les choses. Alors moi, je trouve que, la question de la preuve de travail et de la question même du travail en fait, en général, de manière plus large, est importante. Et moi, je trouve que c'est absolument brillant de s'être dit à un moment que c'est pas par des règles ou des interdictions qu'on allait faire fonctionner le système Bitcoin, c'est vraiment par un intérêt. Et donc, c'est cette manière de répondre, enfin, oui, c'est cette manière de répondre à un intérêt individuel en faisant fonctionner un ensemble qui est quand même assez génial, quoi. Donc, pour moi, la preuve de travail, c'est ça, c'est vraiment le ciment d'une communauté et c'est la manière qui est intéressante. Donc ça, c'est ma position.
C'est ce que je trouve intéressant. Ma profession, c'est avocate, hein. Moi, je suis juriste, donc le droit, c'est ma joie. J'ai encore beaucoup à apprendre sur le fonctionnement, mais de ce que je sens des lectures que j'ai et des échanges que j'ai avec des gens très compétents, dont certains ici, moi, c'est ma vision. Je trouve ça plutôt bien. De la même manière, et j'élargis un peu le spectre, que sur la question des droits d'auteur, moi, je crois plus à la rémunération par le travail des auteurs-autrices que par une rémunération sur les droits qui reviennent aux personnes ou qui reviennent à leurs ayants droit ou qui reviennent à des sociétés de gestion collective. Pour Aussi moi, pendant ça, 90 ans. voilà, je veux dire, ça, c'est des choses qui datent de Victor Hugo quand même, hein, donc je pense qu'aujourd'hui, la question du travail, la question de la preuve du travail, la question finalement de la rémunération de l'effort est plus intéressante dans notre société que la rémunération de droits qui sont des artifices. Voilà. Et alors après, la position du Parti pirate, c'est que il y a beaucoup de débats sur la consommation énergétique. Et donc, la question de la preuve de travail fait partie de ce débat-là. Donc, ça n'a jamais été, pour le Parti pirate, et d'ailleurs, c'est dans le programme européen, hein, les cryptocurrencies, donc ça n'a jamais été un no-go. La preuve, c'est dans le programme européen. Après, fut un temps, il y avait des personnes qui étaient plus ou moins influentes et plus ou moins radicales sur cette question, mais qui ne sont plus là. Et donc, je pense que là, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases pour faire un travail, notamment cet été, remettre à plat le corpus documentaire finalement qu'on a, et on invite aussi les experts à venir en discuter sur qu'est-ce que ça consomme vraiment, et est-ce que c'est forcément mauvais de consommer, parce que si on consomme une énergie qui finalement n'est pas exploitée autrement pour des questions de coûts notamment et de régulation du marché, ça peut peut-être être intéressant aussi. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets où on va aller vraiment en profondeur. Et la consommation énergétique et la preuve de travail sont liées. Donc voilà. Définition, ouais. Ok, super, hyper intéressant. Ouais. En tout cas, je pense que tout le monde a bien entendu ici qu'il y avait 500 personnes au Parti Pirate, donc en France en tout cas, que les amis de Dufresne étaient partis, et que donc à bon entendeur, bienvenue quoi. Voilà, je vous laisse faire la Ou réponse. re-bienvenue d'ailleurs. Si Ouais, vous voulez ouais, voir ouais, les bien missions sûr. que vous avez envie de voir au Parti Pirate, je pense que tout le monde comprend ce qu'il reste à faire. Mais j'ai vu qu'il y avait des captures écran qui tournaient parfois en fait sur Twitter de membres du Parti Pirate qui ont dit un truc à un moment, et donc voilà, bon, sortir d'un truc d'il y a quelques années sans le remettre en Twitter, cause. c'est la Ligue de l'humanité, hein. Enfin, Ouais, voilà, oui. c'est ça. Ah ouais. Ok. J'ai Enfin, l'impression qu'on c'est est bien plus en que live. Mais je peux juste rajouter un quelque chose sur la preuve de travail. Moi, ce que j'essaye de faire dans les réflexions, après que j'amène aux pirates de manière générale, hein, en Suisse, en Allemagne et en France, c'est de mettre la preuve de travail au sein de la vision de la société du numérique, hein, parce que, et ce qui est intéressant avec la preuve de travail et avec Bitcoin en particulier, c'est qu'on a pour la première fois un processus industriel de transformation. Donc on est pour moi dans même dans le secteur secondaire, transformation de l'énergie en calcul informatique. Et ça ancre finalement le monde numérique dans du réel par ce travail en fait qui est fait. Et c'est pour ça que il y a des calculs qui avaient été faits. Alors je sais pas à quel point ils étaient justes, mais c'était intéressant. Moi j'étais très personnellement à l'aise avec une consommation Bitcoin qui monte et qui peut prendre une place relativement importante dans la société. Pourquoi ? Parce que ça crée ce lien de confiance dans une société numérique qui est tellement le truc nécessaire. Donc ça a de la valeur. Le fait qu'on investisse de l'énergie, c'est bien en fait. Et en fait, il a été démontré que en fait finalement il risque d'y avoir un équilibrium qui va se mettre en place, peut-être autour de 1 ou 2% de la consommation planétaire autour du Bitcoin, et qui va être finalement ce coût de vérité dans le système numérique, dans la structure numérique. Mais de là, on va partir on a la possibilité de construire une base de réflexion sur la révolution industrielle du numérique qui, pour moi, est en fait
à peine en train de commencer, en fait. Les outils que l'on voit maintenant, c'est des outils cool. On est en réseau, on est en train de faire des IA drôles et plein de choses comme ça. Mais en réalité, la transformation de la société profondément avec les outils de production numérique, on l'a pas encore vu. Oui, et puis ce qu'on oublie de dire sur le minage à chaque fois, c'est que tous les mégawattheures ne sont pas créés égaux, en fait. Les gens imaginent que les gens on va prendre l'électricité qui est en bas de chez eux, là, à Paris ou je ne sais pas où, mais pas du tout, en fait. Les mineurs, ils se comportent comme des espèces d'éboueurs du système énergétique, c'est-à-dire qu'ils vont cibler les gisements de mégawatts qui sont en fait qui valent rien, parce que c'est comme ça qu'ils sont rentables. Donc s'ils valent rien, voilà. Ouais, parce Et que là, je refais juste le petit lien avec les pirates aussi. Les pirates ont une méthodologie en fait qui est basée sur les faits connus, sur la science, et après de développer une vision politique à partir de ça. Ce qui est vrai, c'est que jusqu'à présent, les retours en fait qu'il y avait sur, parce que comme c'est une industrie qui s'est développée depuis une dizaine d'années, les retours qu'on avait étaient de la connaissance empirique. Il suffit de parler avec un Gouspillou, il a une position très forte, mais parce que lui, il a une vision de sa vie à lui. Il voit le réel, il voit qu'il mine avec du fer gaz, il mine avec de l'hydroélectrique au milieu de l'Afrique. Et donc, quand quelqu'un qui n'a pas d'informations dit « Ah, mais ça consomme de l'énergie et donc il va y avoir des blackouts en France », lui, il pète un câble. C'est son caractère. Voilà. Mais il y avait ce décalage. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître tout doucement, et ça c'est bien, et ça c'est la bonne chose, c'est qu'on voit apparaître des études, et je sais que Faune qui nous écoute commence à faire la liste et de refaire remonter en fait ces études qui ont été peer-reviewed, qui sont faites par des gens qui ne sont pas forcément impliqués dans le domaine, mais comme ils voient ce domaine apparaître, finalement, on commence à avoir des vrais chiffres. Et ça, c'est intéressant. Et là, je pense que c'est vraiment l'argument principal qui, à mon avis, je l'imagine ça dans les débats internes, qui va faire changer, qui va permettre de parler sur du concret et pas juste sur des suppositions. Super. Et ça, sur les questions d'énergie comme sur les questions de numérique, je déplore qu'il y ait beaucoup de fausses idées qui soient véhiculées aussi par des partis politiques qui connaissent rien au sujet, quoi. Dans les débats, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Donc, c'est aussi une question d'éducation et de compréhension et repartir de la recherche et de la science, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai un grand respect pour les gens qui font de la vulgarisation scientifique et qui travaillent sur la participation qui font de la médiation scientifique, voilà. Et c'est ultra important. C'est sûr qu'on a du boulot. Hein. J'avoue. La pédagogie avant tout. Ouais. Si je peux me permettre, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est notamment en fait votre volonté aujourd'hui d'aller vers le monde des cryptos en essayant de les faire passer dans le monde politique. J'en parle parce que j'ai vu que vous aviez notamment proposé donc du coup de pouvoir financer les partis avec des crypto-monnaies. C'est une proposition du Parti Pirate en France. Et c'est plutôt bien parce que comme ça, en fait, on peut voir aussi qu'il y a des usages en France, des usages d'utilité sociale en France. Chose qui a un peu tendance à manquer. À chaque fois qu'on parle d'utilité sociale, on a tendance à vouloir parler des autres pays. Et le recadrer en France, c'est important. Et je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je vois que le Parti Pirate, en tout cas, dans ma tête, a un vrai fondement de santé publique, en fait. Parce que au Parti Pirate, on a pu le voir avec aussi bien toi Caroline qu'avec Alexis, il y a une connaissance de la technique qui est importante, et cette connaissance-là, amenée justement vers les politiques, est essentielle. On se rappelle d'avoir des débats sur mais à qui appartient Bitcoin en fait, à qui appartient le crime. Et bon, c'est inacceptable d'avoir ça aujourd'hui par des personnes qui sont censées nous représenter. Et aujourd'hui, le Parti Pirate est l'un des seuls partis qui prend en charge du coup le côté monde informatique, qui est un monde dans lequel beaucoup d'entre nous, et en réalité tout le monde d'entre nous, avons un accès par nos réseaux sociaux, par notre usage professionnel ou peu importe. Donc c'est vrai qu'en ça, le Parti Pirate a un sens, et on s'en rend compte aujourd'hui dans des débats comme celui-ci. Et même sur l'IA, je sais qu'il y a un sujet suivant. Exactement. Sans transition. Un sujet d'ailleurs qui peut parler à tout le monde, et je pense que à Caroline, ça doit te parler. C'est le cadre réglementaire, et notamment européen,
quand on parle de l'IA, mais ça vaut aussi pour l'industrie crypto avec Mika. Nous, côté IA, on a un petit peu un cadre réglementaire aussi qui est assez évolutif, voire nouveau, concernant l'AI Act, qui est un cadre réglementaire qui tend à s'installer et qui a été, si je ne dis pas de bêtises, définitivement adopté par le Conseil européen. Donc, il avait été adopté par le Parlement en mars dernier. Et là, c'est le Conseil des ministres de l'Union européenne qui l'a définitivement acté, en attente de publication au journal officiel, où la rentrée en vigueur se fera 20 jours après cette publication. Et à la limite, je pense que ça serait pas mal peut-être d'avoir votre avis avec le distinguo personnel là-dessus et l'avis du parti, Pirate, à ce propos. Quand on sait, par exemple, que l'approche qui est peut-être pas forcément hyper connue de cette réglementation, c'est qu'elle n'est pas là pour... déjà, on va dire ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet en fait de classer par niveau de risque, non pas la technologie IA, mais vraiment les produits issus de cette technologie, par niveau de risque, qui est, à mon sens, assez bien détaillé, même si dans les faits... bon, il faudra voir comment ce sera applicable, comme tout, où en gros, on part du plus haut avec un risque inacceptable pour descendre à haut risque spécifique, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche, même si encore récemment, j'ai pu échanger avec des personnes qui parlent de la partie technologie différente du produit, issu de ce ou ces technologies. Là, c'est vraiment pas pour venir interdire ou pas la technologie qui est sous-jacente, mais vraiment les produits qui émergeraient, par exemple des chats GPT, pour parler de quelque chose dont tout le monde parle depuis un an. Mais c'est vraiment ces produits-là qui seraient regardés à la loupe et pas spécialement la technologie qui sera en dessous. En gros, on ne va pas interdire un produit, selon eux, parce qu'il utilise par exemple du deep learning, du machine learning ou autres sous-jacents technologiques liés à l'IA, mais bien des produits. Et je voulais peut-être savoir un peu votre avis personnel à ce sujet et la position du Parti Pirate, notamment sur l'AI Act. Alors, au Parti Pirate, on prépare la question du travail sur l'IA Act parce que il y a eu beaucoup de choses. Il y a vraiment un travail considérable à faire. Et donc, on s'est dit, est-ce que vraiment il faut... Parce que le texte est arrivé en début d'année, donc on était déjà dans la campagne européenne. On s'est dit, le texte est arrivé là. Est-ce qu'on fait une pause dans la campagne pour travailler le texte, organiser le débat? En fait, non, on ne va pas faire ça. Donc, pareil, c'est des sujets qu'on va aborder dans les mois qui viennent. Et donc, je vais plutôt parler, moi, du sentiment que j'ai à ce stade. Et donc, des sujets sur lesquels je vais proposer de travailler au Parti Pirate, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que, tu l'as dit, l'abord est plutôt intelligent, c'est-à-dire que on fonctionne sur l'analyse de risque, et c'est ce que moi j'ai toujours dit. D'ailleurs, quand j'enseignais en IUT informatique, c'est ce que je disais toujours, c'est ne considérez pas qu'il y ait des choses qui soient, alors j'enseignais en droit, je précise, des choses qui soient autorisées ou interdites, raisonnez sur qu'est-ce que vous risquez en fait, et où est-ce que vous placez la barre. Et à un moment, si on estime que pour sauver des vies, il faut enfreindre telle et telle règle, qu'est-ce que vous risquez? En général, si c'est pour sauver des vies, c'est un état de nécessité, quoi, donc ça passera. Mais bon, donc pour dire que cette analyse de risque, elle est plutôt bonne. Après, ce que je vais quand même critiquer un peu, je pressens qu'on va avoir un souci sur les questions de transparence. C'est-à-dire qu'on a au risque faible et risque minime, et que dans les hauts risques, on a par exemple les questions autour des forces de l'ordre, on a quoi? Éducation, forces de l'ordre, identification biométrique, administration de la justice et processus démocratique. Bon. J'ai été surprise que certains lobbyistes aient réussi à faire passer le secret des affaires dans une réglementation qui était censée être là pour obtenir la transparence. Donc, c'est bien parce qu'il va avoir dans chaque entreprise, chaque acteur économique doit s'engager à réaliser une cartographie de ses systèmes IA en disant s'il a des systèmes existants,
ou des projets en cours, et puis ensuite évaluer le niveau des risques. Enfin, c'est du RGPD appliqué à l'IA. Voilà. Donc, on doit On peut effectivement le résumer un peu comme ça. Ouais, dans la procédure, ouais. Et donc, on doit montrer patte blanche et dire quand on utilise une IA et à quoi elle sert. Jusque-là, OK, bon, bah, c'est très bien, c'est pour la transparence. Sauf que, on réussit quand même à avoir une limite, et c'est ça que j'ai envie de creuser, du secret des affaires, parce que notamment, et ça c'est Cédric O, ancien membre Mmh. du gouvernement, et donc à la tête de Mistral, qui a été comme d'autres, hein, ont poussé la France à réaffirmer le secret des affaires. Alors on peut se dire, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit, c'est très très bien pour l'innovation, il faut qu'on puisse protéger notre savoir, notre trésor de guerre, et donc il faut la préservation du secret des affaires. Seulement, je vais vous donner un exemple, je vais essayer d'être rapide parce que je ne vais pas en parler des heures, mais je vais vous donner l'exemple du logiciel Compass qui servait et qui sert encore à la prédiction du risque de récidive aux États-Unis. Et donc, il y a la Cour suprême du Wisconsin a accepté qu'on ne pouvait pas rechercher dans le code de ce logiciel les éléments qui ont permis de prolonger la détention d'une personne au nom du secret des affaires. Donc, le secret des affaires, c'est ça. C'est-à-dire qu'on accepte que la privation de liberté d'une personne, parce qu'elle est censée avoir eu un haut taux de récidive, on accepte en fait que sur l'autel du secret des affaires, on garde une personne enfermée et elle n'a pas le droit de savoir comment ça s'est décidé. C'est quand même assez formidable. Donc, moi, pour bien résumer le truc là quand même, parce que c'est quand même assez incroyable ce que tu nous racontes, c'est-à-dire que l'algorithme dit cette personne a une forte probabilité de récidiver parce que dans mes stats, je me rends compte qu'elle correspond à un profil qui est risqué. Je n'ose verbaliser ce profil à voix haute, mais je pense que chacun peut imaginer à quoi ressemble ce profil en regardant les populations qu'il y a dans les prisons aux États-Unis. Donc ce profil est risqué, donc je ne le remets pas en liberté. Et l'algorithme n'est même pas, entre guillemets, capable de dire ok, c'est tel et tel critère qui a été embarqué, et du coup, la personne se retrouve privée de liberté sans explication, dans un déni de justice complet, quoi. C'est ça. Vous pouvez trouver assez facilement des choses sur cette affaire. Il y a même sur Cairn Info un article qui est plutôt bien fait, qui s'appelle « La prédiction du risque en justice pénale aux États-Unis ». L'affaire ProPublica Compass. Et donc, voilà, vous voyez, ça date, ça a quoi? Ça a pas loin de 10 ans maintenant, non? 2016, voilà. Et donc, cette logique-là, c'est pour exprimer, moi, mon inquiétude, qui est le poids du secret des affaires. Et donc, puisqu'on parle de système à haut risque, et la question de l'administration de la justice, des forces de l'ordre, etc., ça en fait partie, c'est bien qu'on doive dire quand est-ce qu'on utilise une IA et à quoi ça sert. Sauf que si, au vu du résultat, on ne peut pas faire ne serait-ce que faire c'est inverse engineering, ça va pas en fait. Donc on va suivre de près l'évolution de l'IA Act, et notamment parce que, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais dans la chronologie, il y a encore des choses. C'est-à-dire que là, pour 2024, c'est l'entrée en application de certaines obligations, notamment sur les cas d'usage interdits. Et puis ensuite, on va aller un peu dans la finesse, dans le détail du texte et de son application. Et l'entrée en application de principe, elle est à 2026 et même 2027 pardon, je reprends mes notes. Pour l'article 6 de je sais plus quel chapitre. Ouais, c'est ça, pour les IA à haut risque déjà régulés par d'autres textes européens. Enfin voilà. C'est ça. Donc, moi, mon espoir, c'est que le 9 juin 2024, on fasse entrer au Parlement européen des eurodéputés qui comprennent quelque chose à ça. Et c'est pas gagné. Voilà. Donc, votez Pirates. Exactement. Je peux aussi rajouter quelque chose sur l'IA Act. Ce que j'ai observé. Donc, d'abord, Patrick Breyer, parce que c'est quoi la position des pirates là-dedans? C'est un sujet très récent. Il faut le travailler. Le seul élément qu'on a, c'est que Patrick Breyer, qui est député européen actuellement, il était satisfait, en tout cas, de ce résultat, et il considère que le texte dans cette forme-là est une forme de victoire.
je pense que ce qu'il a touché, c'est effectivement cette vue vers l'impact sur les gens. Au lieu de regarder comment la technologie est faite, de regarder comment l'impact est fait sur les gens, avoir ces systèmes de risque. Moi, je regarde ça de l'extérieur, depuis la Suisse, qui est un pays très libéral, comme on le sait. Ma première réaction, c'est de dire, avant même qu'il y ait un impact dans la société, qu'on ait fait quoi que ce soit, un outil qui est purement encore dans les cartons, on réglemente déjà complètement cela. Je suis pas sûr que ce soit bien sur le long terme. Enfin, ça peut avoir un impact quand même sur l'industrie par rapport à d'autres pays où ils vont pas avoir ces règles-là et où ils vont développer des outils qui vont de toute façon venir chez nous et vont avoir un impact et sur lequel nous on pourra pas réagir. Bon, ça c'est une chose. Mais sinon, l'autre élément où on peut aller plus loin, mais ça va dans ce sens-là, et ça c'est le travail que j'ai fait sur le droit à l'intégrité numérique. En fait, ce qui est plus intéressant pour moi, je crois, c'est de travailler uniquement sur l'impact que tu peux avoir, quel que soit le type d'algorithme, parce que l'IA, c'est qu'un algorithme un peu plus basé sur des statistiques hyper avancées, on va dire. Mais au bout du compte, c'est quand même du processing d'informations et du CPU qui tourne. Et en fait, ça a un impact sur les gens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est l'impact que ça a sur les gens et si ça vient toucher leur autonomie individuelle, leur capacité d'être humain. Donc, c'est ce que ça touche leur intégrité numérique. Et ce qui est intéressant dans l'initiative à Zurich, où aujourd'hui les pirates justement sont en train de collecter des signatures, il y a un sous-droit qui est extrêmement important et puis une conséquence, on espère, pénale un jour de ça, mais c'est le sous-droit qui est associé à ça, c'est le droit de ne pas être jugé par une machine, par exemple. Et donc, parce que l'IA, en fait, c'est ça, on va laisser... et puis, en fait, c'est un sujet dans le droit qui existe depuis les années 2000, puisque moi, quand j'ai fait mon troisième cycle de droit, on parlait des systèmes experts qui étaient finalement des pré-IA, des systèmes pré-IA, où on essayait de mettre tout le droit dedans. Et puis... depuis les années 80, on boucle à ce niveau-là. Oui, c'est juste la terminologie qui change. Non, ce qui a changé, c'est que maintenant, l'outil est à disposition de tout le monde, et puis c'est impressionnant parce qu'on peut vraiment répliquer une personne et ça devient plus... on ne peut plus distinguer ça de la réalité. Et donc, le fait de pas juger, d'avoir le droit de ne pas être jugé par une personne, c'est clé. Et ça veut dire que la charge de la preuve, encore une fois, parce que c'est ça, c'est toujours la question de la charge de la preuve, elle revient à celui qui fait tourner l'algorithme et pas à celui qui le subit. La question de Parcoursup, c'est exactement ça. Et puis, associé à ça, parce qu'en fait, l'IA va être utilisé pour autre chose qu'aujourd'hui on sous-estime encore, surtout dans notre monde à nous, où en fait on va se protéger. En fait, l'IA, c'est un outil statistique qui va regarder le bruit qui est là, et dans le bruit va identifier des patterns, en fait, des schémas qui se refont. Et c'est là où l'humain est moins bon que l'IA, parce que dans cette quantité de données-là, c'est très difficile de distinguer des choses. Alors, ça va être génial pour créer des nouveaux médicaments, faire de la science. Ça va vraiment y avoir des avancées qui ont déjà lieu là maintenant. Mais par contre, pour la protection de la vie privée, ça va aussi avoir un impact, parce que quand on va se protéger en se cachant, en créant du bruit autour de nous, avec des fausses informations. Et en fait, l'IA va être capable de nous réidentifier. Et il va y avoir ce combat entre des IA qui vont essayer de désanonymiser les gens et les gens qui vont utiliser des outils pour se protéger et justement se cacher là-dedans. Et donc, on est dans l'éternel jeu du chat et de la souris. Et donc, moi, ce que j'espère, et c'est là où, en fait, nous, les pirates, on doit aussi être assez stricts. On doit être des gens, parce que si on construit la société de demain, on doit aussi penser à la partie sévère de la société qui doit être là. C'est qu'en fait, pour moi, il doit y avoir un crime, le crime de la réidentification. C'est un crime contre l'intégrité numérique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne circule à des traces numériques et que quelqu'un, grâce à des algorithmes, va réidentifier la personne et utiliser cette information-là
contre la personne, ou même juste le principe même de le faire, sans qu'il y ait une procédure de justice qui l'autorise à le faire, par exemple, eh ben à ce moment-là, on pourrait avoir face à un crime. Et si on parle ça comme ça, ben, on fait rentrer là-dedans plein d'usages qui sont déjà aujourd'hui réels, comme par exemple la reconnaissance faciale forcée dans la rue. Tu marches dans la rue, tu te fais une reconnaissance faciale, c'est pas acceptable. Par contre, si tu ouvres ton iPhone avec ta reconnaissance faciale, c'est toi qui le demande, c'est toi qui es en contrôle, et là, ça c'est OK. Tu vois. On en parlait notamment de la reconnaissance faciale avec l'IA, avec le cadre des lois JO la semaine dernière, Ah ouais, on en terrible. parlait dans l'émission. Donc ouais, c'est extrêmement important. On vous avait rappelé notamment tout à l'heure le travail de la Quadrature du Net, qui font aussi un très bon travail dessus, donc aussi très important. Et je suis très D'ailleurs, content qu'on juste parle de pour, ces sujets-là, parce ouais. que globalement, ce sont des sujets qui ont une importance à l'échelle européenne. En fait, le monde numérique est un monde transfrontalier, et on a besoin justement d'avoir une Europe forte. Et je sais que le Parti Pirate aujourd'hui se construit justement dans une idée européenne, et c'est important de considérer ces éléments-là de manière non nationale mais extranationale. Donc Ouais. c'est important. Et c'est ça en fait, c'est qu'en fait les violences sont silencieuses. Si quand tu rentres dans une galerie commerciale, tu avais 2 vigiles qui te prennent en photo, c'est-à-dire qu'en fait tu t'arrêtes, on te prend en photo, maintenant vous avez le droit de rentrer. Les gens se diront Ouais. ah mais c'est pas possible, mais ça va pas du tout. Enfin là t'inquiète pas qu'il y a des manifestants. Hein. Et par contre, si c'est une caméra qui fait de la reconnaissance valable, c'est une violence silencieuse. Ce sont des violences qui ne se voient pas, mais elles sont tout aussi brutales. Et ben voilà, ça c'est une idée une idée de sensibilisation pédagogique. Tiens. D'ailleurs, de mon côté, On va être pour bien. terminer sur la Yacht, effectivement, l'approche, comme l'a dit Caroline, par les risques, pour moi, c'est ce que je trouve quitte à prendre une problématique par un bout, pour moi, c'est ce qui me paraît être le plus pertinent. Ensuite, dans les faits, comment on classe, qu'est-ce qu'on rentre dedans, qu'est-ce qu'on rentre pas dedans, c'est là que souvent le bas blesse. Peut-être, moi, l'autre chose aussi que je crains un peu, c'est ce qui est acté dedans, c'est la notion de bac à sable. Où en fait, justement, vu qu'on est sur quelque chose qui risque d'impacter une industrie, qui risque d'impacter plein de choses, et qu'on a peur d'être à rebours par rapport à d'autres cadres ou des endroits où il n'y a pas de cadre, justement, vis-à-vis de ça, notamment sur ce qu'on appelle l'innovation technologique, cette notion de bac à sable qui est réglementaire, hein, qui est prévue. Alors après, comment ça s'applique vis-à-vis de la Yacht, moi j'ai peur qu'on ait justement une problématique à ce niveau-là où qu'est-ce qui va rentrer réellement dans ce bac à sable où au final, c'est accepté de pouvoir tester des systèmes d'intelligence artificielle dans des conditions réelles. Et cette notion-là de conditions réelles, moi j'ai peur qu'on introduise une porte dérobée pour qu'au final, se mettre en œuvre des raccourcis et des passes droits, au final, sur des systèmes d'IA, justement, qui ne seraient pas très éthiques, mais qu'on considère comme étant faisant partie d'un cadre peut-être innovant de recherche, etc., mais qui seraient appliqués dans des conditions réelles, et avec la crainte du fameux, ce qu'on connaît tous, le POC en prod. Donc, c'est la chose qui s'est installé comme étant du domaine de l'innovation et du test, mais qui reste malheureusement ad vitam aeternam derrière, parce qu'on ne l'a pas changé de cadre suite à son domaine expérimental, et qu'en plus, c'est fait, dit dans des conditions réelles. Donc, qui dit conditions réelles, dit avec potentiellement des personnes réelles. Et là, je pense qu'on est sur une espèce de backdoor qui, pour moi, on doit être hyper vigilant à ce niveau-là et être très, très, très regardant sur ce qui va rentrer dans ce bac à sable et ce qui va rester dans ce bac à sable. Voilà mon avis final à ce sujet. Ouais, comme toutes les phases d'expérimentation, comme tout l'époque, je suis d'accord pour dire que c'est clairement une vulnérabilité. En même temps, j'ai vraiment envie de parler avec des avec des gens qui entreprennent et qui me disent que c'est absolument essentiel. La CNIL j'ai retrouvé là l'appel à projet qu'ils ont lancé l'année dernière, Ouais. qui s'appelle Bac à sable, intelligence artificielle et services publics. Et j'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'il en était ressorti en termes justement de leçons à retenir. Donc je trouve ça bien que la CNIL ait fait ce travail pour favoriser l'innovation. Oui, voilà, c'est ça. Pour favoriser l'innovation. Et en posant que la question du bac à sable n'excluait pas la question de la vie privée.
C'est pas parce que la finalité est d'innover que on n'est pas à côté de permettre. Hein. Voilà, on peut tout se permettre. Moi qui ai fait beaucoup de hackathons, voilà. Non, vous ne pouvez pas venir avec les dossiers de votre hôpital pour. Non, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Non, ça ne marchait pas. Donc, je ne vous ai pas vu. Rangez-moi ça. Donc, voilà, c'est une vraie question. Et c'est chouette de terminer par ça parce que c'est bien la preuve qu'il y a encore beaucoup de sujets à travailler et qu'il faut jamais s'arrêter de travailler. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche à beaucoup de gens en politique, c'est de ne pas assez travailler et de ne pas assez dédier en fait du temps au fond des sujets et de faire plutôt de la communication et de la recherche de punchline. Donc voilà, moi je veux continuer à travailler et vraiment merci de permettre ça aussi, de faire des liens, des connexions et de montrer ce message qu'il y a des gens en politique qui travaillent, quoi. La preuve de travail, encore une fois. Exactement. On revient à la preuve de travail. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Alexis et Caroline, d'être venus nous voir sur les chroniques. Peut-être, Caroline, on peut vous laisser le mot de la fin, je ne sais pas, en 1 ou 2 minutes. Je vais le faire en image. En image. Est-ce que, parce qu'on est sur Internet, non préparé, pour le chat, chat qui est en train de se produire est non préparé. Mais j'allais dire en 1 ou 2 minutes, pourquoi voter Pirates le 9 juin? Pour eux, voilà. Hop, c'est la fiche de campagne. Et alors, vous voyez, ça fait des années que le Parti Pirate a opté pour une affiche sans visage, sans personnification, pour bien insister sur le fait que chez nous, il n'y avait pas en fait de chef, qu'il y avait un travail collectif, qu'il y avait une horizontalité qui était importante. Et cette année, on s'est dit oui, d'accord, mais en réalité, c'est important de montrer les visages des personnes qui font vivre cette autre politique qu'on veut. Voilà. Donc, sur l'affiche, il y a des candidates qui passent énormément de temps à faire ce travail dont on parlait à l'instant, à s'investir sur le terrain, à travailler des sujets pour que chaque mois, on puisse les voter proprement et avec un système de vote qui est ultra transparent. Et donc, c'est pas tous les jours facile, mais c'est dans ces moments-là de campagne où on a besoin un peu de ce retour qui dit qu'on est sur la bonne voie et que la politique, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de propre, d'épanouissant et qui a des résultats parce qu'à chaque fois qu'on va avoir des élus, c'est des résultats qu'on va pouvoir apporter au fur et à mesure. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle, il y a du travail et avancer au fur et à mesure. Et donc, j'espère qu'avec la discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui, vous serez peut-être convaincus d'aller voter le dimanche 9 juin et de prévoir votre bulletin A4 imprimé. C'est facile, c'est bulletinpirate.org. Il n'y a pas plus facile pour imprimer le bulletin. Et déjà, merci d'avoir suivi l'émission ou de la réécouter. Et parler du Parti Pirate, en fait. Dites simplement qu'il existe d'autres gens que ces 8 têtes de liste qui saturent l'espace public et que voilà, il y a des gens qui portent des vraies valeurs pour maintenant, mais aussi pour les décennies à venir. Parce qu'il va falloir sortir du jeu et sortir du champ médiatique ces vieilles personnes réactionnaires et conservatrices. C'est pas facile, mais on va le faire. Mais ça se joue sur les dizaines d'années à venir pour vraiment changer de modèle de société avec une politique adaptée. Voilà. Super. Merci beaucoup encore une fois à vous d'être venus défendre vos valeurs et votre programme auprès de nous. Merci à tous les chroniqueurs pour vos questions aiguisées. Merci au chat. Merci à Phono de nous avoir rendu une petite visite de courtoisie. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjà mangé. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau sujet des chroniques d'Aliara. Et si vous voulez vous former à la blockchain et Aliara, il y a toujours Aliara pour le faire. Merci à tous. Au revoir. Merci Aliara. Bye. Ciao tout le monde.